On va commencer. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous ce matin. Je tiens d'abord à remercier ceux qui étaient avec nous hier à Montpellier à l'occasion de la première journée du Forum des projets urbains de la Méditerranée. Nous avons profité de cette première journée pour faire une petite visite du grand projet urbain qui mène Montpellier vers la mer, c'est-à-dire le projet de Port-Marianne. 20 000 logements, plus de 30 000 mètres carrés de bureaux, des milliers de mètres carrés de commerce. Ce projet qui est déjà très très engagé. Je voudrais remercier Marc Lehmann qui est avec nous là, qui a fait une partie de la visite. Et ensuite, après la visite du quartier, nous avons visité l'hôtel de ville, le nouvel hôtel de ville de Montpellier, réalisé par Jean Nouvel et François Fontès, et évidemment par la SERM, ainsi que les projets d'aménagement de la ville de Montpellier. Alors ce matin, nous allons vous présenter un quartier, le quartier de l'AI, une école d'infanterie, donc une zone militaire en plein cœur de Montpellier, que nous avons totalement réinvesti depuis quelques années et sur lequel nous réalisons un magnifique projet en cœur de ville. J'ai à côté de moi, à ma droite, donc à votre gauche, Rémi Ayré, qui est directeur de l'aménagement et de l'urbanisme de la ville de Montpellier, qui va présenter le projet. Martine Van de Vold de Westate, à ma gauche, et à côté, François Percheron, architecte. On va faire tourner les slides. On doit avoir un petit boîtier quelque part. Alors, Rémi va commencer la présentation. Voilà. Bonjour. Donc évidemment, le projet de l'EAI doit se comprendre dans le contexte plus général de la dynamique montpelliéraine. Cette dynamique dont le projet dont nous allons parler est à la fois un effet, un levier et peut-être bientôt un emblème. Montpellier, c'est une ville de 275 000 habitants, dans une métropole qui compte 450 000 habitants, une aire urbaine de près de 600 000 habitants. Et évidemment, le point remarquable, c'est la croissance démographique qui, à l'échelle des 31 communes de la métropole, représente à peu près 1,6% par an. Donc, bien évidemment, ça se traduit par un besoin d'équipement, un besoin de logement qui est réellement important. Et notre programme local de l'habitat a fixé un cap à 5 000 logements par an à la montpelliéraine, c'est-à-dire dans une répartition à peu près 50-50 entre des opérations d'aménagement public portées par la collectivité, menées par son aménageur historique, la SERM et la SA3M, et le reste de façon plus diffuse dans la ville existante. Donc évidemment, cette croissance, elle a pour effet des besoins en logement et le quartier de l'EAI y répond. Le quartier de l'EAI, c'est aussi bien sûr un levier pour sa dynamique, un levier à travers l'investissement économique et le développement économique qu'il va procurer dans le domaine des ICC, des industries culturelles et créatives. Montpellier est une métropole qui a le label French Tech. Les industries créatives et culturelles sont un des axes de French Tech et l'EAI sera bien sûr le fer de lance de ce volet ICC de French Tech. Les ICC à Montpellier, ce n'est pas quelque chose qui sera nouveau. Il y a déjà à peu près 700 emplois et 75 entreprises, certaines de haut niveau, qui sont présentes. Mais l'EAI ne relève pas de la dynamique, ne contribuera pas à la dynamique montpelliéraine qu'à travers ce volet économique. Depuis 30 ans, il y a un projet urbain fort et constitué sur la ville de Montpellier. Depuis à peu près 10 ans, il s'est diffusé à l'échelle de l'agglomération montpelliéraine. Depuis 2015, l'agglomération s'est transformée en métropole, avec évidemment un exécutif commun assuré par Philippe Sorel, président de la métropole et maire de Montpellier, et donc une vision métropolitaine qui prend désormais le pas sur les approches communales, qui se nourrit des approches communales et qui les oriente. Alors cette nouvelle dynamique, cette nouvelle échelle de travail se matérialise notamment à travers un projet qui est en train de se finaliser, qui s'appelle Montpellier Territoire, qui a été mis en œuvre, engagé dès 2015
et qui a vocation à définir les axes de développement de la métropole, son positionnement face à l'avenir, un avenir qu'on peut positionné à 2030, 2040, et qui évidemment se traduit dans les documents d'urbanisme, à commencer par le SCOT, dont la révision est en cours. Alors, que dit ce projet territorial? Il n'est pas possible évidemment de le décliner en 3 minutes, mais il y a quand même quelques éléments très forts qu'il faut affirmer et qui se retrouveront directement sur le projet de l'EAI. Le premier, c'est la volonté de sanctuariser 2/3 de la superficie de la métropole à des usages agricoles et naturels au bénéfice d'une biodiversité générale et d'une qualité paysagère qui fait l'identité de notre territoire. Le littoral, les étangs, la garrigue, tout ceci constitue des éléments très forts qui ont été assez préservés jusqu'à présent et qui vont être totalement sanctuarisés. Et donc, quand on veut sanctuariser 2/3 d'un territoire en étant confronté à une croissance démographique de 1,7% par an, il faut refaire la vigne sur la ville. Il faut réinvestir toutes les possibilités de densification raisonnée dans les tissus existants. Et évidemment, l'EAI sera tout à fait emblématique de cet effort. Cet effort, ce projet de Montpellier Territoire, il se positionne résolument dans une confrontation aux grands enjeux environnementaux qui s'annoncent et dont les effets vont se manifester à Montpellier probablement avec plus d'intensité qu'ailleurs. Plus d'intensité du fait du réchauffement climatique, du fait du risque de relèvement du niveau de la mer qui n'est pas théorique, du fait du risque de salinisation des nappes phréatiques qui peuvent prendre effet si l'on y prend garde. Et donc, vous comprendrez bien que dans ce cadre-là, les logiques de lutte contre le réchauffement climatique et contre les émissions de carbone à travers le développement des transports en commun est primordial. 4 lignes de tramway sont d'ores et déjà en service. La 5e est à l'étude, son tracé n'est pas tout à fait arrêté. Une chose est certaine, c'est qu'elle desservira le quartier de l'EAI. Et puis pour prendre d'autres exemples de transposition d'un projet de territoire à l'échelle d'un quartier, on peut citer la question de l'hydraulique et du ruissellement urbain, sujet absolument fondamental. Et le programme de l'EAI, sur lequel Christophe va arriver assez rapidement, inclut un volet hydraulique dont l'aire d'influence et dont les effets se manifesteront très au-delà du quartier. C'est de la réparation hydraulique qui est faite à l'échelle de tout un bassin versant de plusieurs centaines d'hectares, alors que nous travaillons sur 40 hectares. Peut-être un dernier emblème qui est celui de la végétalisation. Le réchauffement climatique, c'est une réalité. On est en cœur de ville, à 10 minutes à pied du centre-ville, dans des secteurs assez minéralisés. Et donc, toute occasion de désimperméabiliser, mais également de planter, de végétaliser, de créer, de lutter contre l'effet de chaleur lié à l'îlot urbain est bon à prendre. Et l'EAI est en cœur de ville une opportunité extraordinaire à ce sujet-là. Alors, ce sujet, sa genèse, apparaît dans les années 2010 avec le plan de rationalisation ou de réorganisation des implantations militaires à l'échelle de toute la France. Dès que le départ de l'école d'application de l'infanterie a été annoncé, Montpellier, sous l'égide de Philippe Sorel, qui alors était adjoint à l'urbanisme, s'est positionné. Une négociation très difficile et longue a eu lieu, qui nous a permis d'acquérir le foncier en 2012. Parallèlement, des premières études de programmation sous forme d'appels à idées expérimentaux ont été lancés. Et également, dans le même temps, un dialogue compétitif qui opposait 3 équipes qualitatives, celle de Johan Busquets, celle de Big et celle qui est représentée ici et donc qui a été lauréate avec Westate et François Percheron a été mise en place. Et Christophe Pérez, puis Martine et François, vous racontez la suite. Super simple, on va rester assis. Alors, juste pour vous donner quelques éléments sur le programme, je laisserai évidemment la parole aux
aux urbanistes, architectes pour présenter le projet. Donc c'est un ensemble extrêmement grand en plein cœur de ville, 40 hectares. C'est une chance extraordinaire que nous avons de pouvoir disposer d'un terrain aussi grand en cœur de ville. Le programme prévoit la réalisation de 2500 logements, 35 000 m² d'activité, un très beau parc urbain qui devrait être de plus de 20 hectares. Il sera aménagé, on va voir dans quelles conditions. Il aura aussi une vocation hydraulique, mais l'important c'est l'appropriation de ce parc par les habitants de Montpellier. Il est déjà utilisé alors qu'il n'est pas encore totalement aménagé. C'est l'ancien parc qui était utilisé par les militaires. Il est très approprié par les habitants. Les habitants y sont très attachés. Donc la municipalité, le maire de Montpellier se bat fortement pour que ce parc soit un lieu emblématique en cœur de ville. Nous impliquons à en faire un magnifique projet. Il y aura évidemment un ensemble d'équipements publics, en particulier un groupe scolaire, une crèche. Le groupe scolaire est en cours d'études et sera réalisé avant même d'ailleurs que les premiers logements ne soient construits. Donc on anticipe, comme on fait toujours à Montpellier. Et le tramway, une des lignes de tramway, viendra traverser la partie urbaine et certainement pas la partie du parc pour desservir également ce quartier. La parole est aux architectes. Merci. Oui, le projet de l'EAI, qui est un vieux... parfait. Parfait. Et un vieux terrain militaire qui, en caractère, était un terrain fermé, c'est-à-dire enclôturé par des murs. Un terrain pour la sécurité très fermé, 40 hectares assez grands dans la cœur du ville. Et pour le projet urbain, on a essayé de trouver des ouvertures pour lier ce projet avec la ville, le centre-ville et les quartiers alentours. Donc, à côté de ça, on ne veut pas aussi trop démolir parce que le caractère, les caractéristiques, les identités de ce site militaire a une certaine atmosphère, un certain sentiment qui est assez intéressant pour construire un nouveau quartier avec lequel les nouveaux riverains, les nouveaux gens qui viennent travailler ou habiter dans ce quartier veulent aussi se rapprocher. Donc c'était un équilibre entre qu'est-ce qu'on détruit et qu'est-ce qu'on construit, où on trouvera les ouvertures et les liaisons avec la ville existante. Dans ce cas, on a pris quelques principes, c'est-à-dire qu'on on a fait une analyse du déjà là, c'est-à-dire les bâtiments qui ont une certaine valeur, mais aussi les plantes, les végétations, les arbres qui ont une certaine présence ou une certaine valeur pour créer un microclimat, une habitation intéressant et agréable. Les bâtiments récupérés sont ici mis en couleur. C'est une architecture, ce n'est pas une question de goût, c'est une question de bâtiments qui sont valables dans leur temps, bien construits par les ingénieurs militaires. Donc, ils sont très forts et très bien faits. Il y a une certaine symétrie en milieu. Il y a des bâtiments qui sont des ateliers, qui ont une autre nature, un rythme. Et ce caractère architectural, on a adapté ou on a analysé que c'est possible de leur laisser adapter aux nouvelles programmations d'habitation ou des autres programmes prévus. Puis des autres bâtiments qui n'ont pas si beaucoup de valeur, on a détruit, on a créé des autres endroits de développement pour créer vraiment des nouveaux bâtiments, des nouvelles emprises avec des nouveaux logements et de programmation. Là, on a pris le principe de créer une diversité des typologies, c'est-à-dire des grands immeubles, mais aussi des petits, aussi des individuels, des petits collectifs, des grands collectifs. Donc, mixité pour aussi rapprocher les quartiers autour.
parce qu'on veut que ce quartier s'inscrit dans la ville et s'adapte aussi en liaison avec le quartier alentour. Et les quartiers alentours existent des bâtiments pavillonnaires, mais aussi par des bâtiments collectifs. Donc on continue dans cet esprit, dans l'esprit montpelliérain, bien sûr, adapté à les demandes d'aujourd'hui de production des bâtiments au niveau des promoteurs, mais aussi au niveau des utilisateurs et la qualité des logements. Un troisième élément, c'est le verre, donc la couche de paysagère. Il est important dans une ville qui a une température d'été assez souvent de créer l'ombre. Donc on a mis l'ombre comme un sujet pour créer un microclimat qui est attractif pour avoir aussi une vie au niveau des espaces publics. C'est peut-être simple, mais c'est très important parce qu'on voit dans beaucoup de projets que les projets sont assez minéraux, que ça semble très bien et ouvert au niveau des plans et au niveau des schémas, mais au niveau de réalité et des espaces publics, on voit que ce microclimat, cette humidité que les arbres donnent, et ça mérite aussi dans le fonctionnement des rez-de-chaussée de programmation qui est prévu. Je donne la parole un peu à François. Voilà les bâtiments existants qui sont dans leur état et la mixité d'architecture. Oui, bonjour. Oui, donc je vais vous parler peut-être un peu plus précisément de l'organisation urbaine et sur les attentes architecturales que l'on a sur ce secteur. En termes d'organisation urbaine, on avait là sur le slide précédent les bâtiments que l'on voulait conserver. Pourquoi on voulait conserver les bâtiments? Parce qu'on a considéré que l'identité de ce quartier et l'originalité de ce quartier résidaient dans son occupation actuelle et dans l'originalité de son ancien usage de site militaire. Donc on s'est réappuyé là-dessus et on va être dans l'objectif à la fois d'être respectueux de ces bâtiments tout en essayant de les moderniser pour donner dans ce quartier une image créative et d'accompagner ces bâtiments par des bâtiments neufs. Et là, l'enjeu pour nous était d'organiser des bâtiments neufs pour amener une diversité typologique et une diversité d'habitat. Et pour développer cette diversité, on a décrit un certain nombre de typologies de base que l'on va composer en constellation sur le site et qui vont, par leur organisation, générer des espaces publics très diversifiés, souvent classiques, mais à des échelles très très variées, à l'image de ce site. Alors les typologies, on a déjà un peu parlé, c'est la maison individuelle, la maison groupée, la maison à patio, le petit collectif, des bâtiments avec des typologies différentes en L, sur cour, épais, et toutes ces compositions-là, sous l'organisation de la forme de l'îlot, vont occuper et générer ce nouveau quartier. Voilà, donc vous avez là cette illustration de ces différentes typologies. Au niveau de l'architecture, l'image qui est représentée, c'est en fait, on a dans les typologies conservées des anciens bâtiments, on a des ateliers, et c'est ce que l'on voit en rez-de-chaussée de ce bâtiment-là. Donc la façade et les ateliers ou l'esprit des ateliers sont conservés, qui vont générer une activité, à la fois une activité propre au site, mais aussi une activité des espaces publics, une vie dans ce quartier-là, et en superposition et dans l'esprit de la créativité, trouver des modes de densification et de réutilisation de ces bâtiments pour amener, bien entendu, de la surface supplémentaire, mais aussi une certaine originalité et une certaine créativité. C'est cette image-là qu'on veut à tout prix transporter pour aménager ce site. Un autre exemple, c'est une halle qui existe, que l'on a représentée là en rez-de-chaussée, et qui, sur le même principe, va devenir un lieu très public, très ouvert,
avec de l'activité, voire peut-être un peu de commerce, en tous les cas un vrai lieu de vie sur lequel va se superposer des lieux d'habitation. Cette recherche toujours que la créativité, elle n'est pas uniquement dans l'activité, elle est aussi dans l'architecture que l'on va vouloir développer. Cette architecture, on aimerait l'orienter non pas sur du grand démonstratif, mais plutôt au contraire sur du créatif, et plutôt du créatif à l'échelle du détail. C'est-à-dire on va rechercher plus une architecture de détail, plus une architecture de qualité, plus une architecture qui va être en relation avec l'esprit de ce quartier, c'est-à-dire cet esprit créatif. Voilà, cette représentation-là, c'est une étape importante du site, parce que c'est là où c'était l'ancienne place d'armes de la caserne, et cette place d'armes va être maintenue dans sa structure végétale, puisqu'on avait des arbres d'alignement qui en faisaient le tour et qui occupaient le centre. Et à l'intérieur, on va recréer un autre espace public avec une cour et avec 2 gros corps de bâtiments, dont un, on va vous l'expliquer tout à l'heure, va être occupé par une école, et l'autre est en cours de consultation pour du logement et du commerce en rez-de-chaussée. C'est un lieu très emblématique, puisque effectivement, ça va créer la centralité de ce site et donner l'image forte de cette architecture que l'on veut effectivement sobre et détaillée. Voilà, donc c'est le même schéma qui montre cette première tranche opérationnelle qui est en cours d'étude. Hein. Et le pointillé, c'est la pénétration du site depuis la ville, et ça sera vraisemblablement, ou en tous les cas, on peut l'espérer, le parcours de la future ligne de tram. Oui, donc on est en démarrage avec le quartier. On a un crèche, un groupe scolaire qui est ici en bas de l'image, et le grand bâtiment en haut qui devient l'ESMA, une école numérique qui symbolise et qui donne le départ de notre quartier créatif, innovatif, et pour donner aussi cet esprit et cette vie dans ce quartier. C'était pour l'ESMA, on a créé un concours. C'est l'architecte Matteo qui a été retenu au niveau de son programmation et son esprit. Ah, attends, il y a un film aussi prévu, peut-être Ok, à côté du quartier du caserne soi-même, le projet existe aussi d'un grand parc. En début, on a vraiment lié les deux zones communes, et on a pris l'esprit que c'était un projet. De plus en plus, on a évolué qu'on ne veut vraiment pas que c'est seulement un projet. C'est un projet dans l'administration et dans le financement et tout ça, mais au niveau urbanistique, paysagère, il est important qu'on crée d'abord un parti, le parti caserne, qui sera un parti construit, densification d'un terrain en cœur de ville qui fait ses liaisons avec les quartiers alentours, mais que le parc soi-même est un parc pas seulement pour les AI, mais c'est un parc pour aussi les autres quartiers qui sont autour de ce parc. Donc il faut s'ouvrir avec le parc, pas seulement vers le caserne, qui a une relation directe bien sûr, mais aussi vers l'avenue Toulouse, qui est une voirie, une route, un axe historique très important de la ville, qui a structuré la ville et qui donne aussi une orientation sur la présence et la taille du parc qui montre qu'on peut s'ouvrir avec ce parc vers le vieux centre-ville, mais aussi avec les quartiers alentours. Le parc soi-même, 20 hectares,
Il y a à côté de rue de Chasseurs aussi des emprises pour des constructions. Mais le plus important, c'est que le parc, c'est une superposition de différents agendas. Un agenda qui est d'abord un agenda des gens. Le parc est ouvert aujourd'hui déjà à gens parce que c'était un parc sportif pour des militaires, pour les entraîner, pour mettre en bonnes conditions. Les gens ont pris ces infrastructures en direct pour faire le même, pour se mettre en bonnes conditions, en bon état. Ils prennent la piste tout de suite pour faire des tours. Il y en a des terrains basket actuels qui sont utilisés. Les pelouses sont prises pour faire des barbecues. Il y en a des festivals sans qu'il y a créé un parc, seulement par ouvrir les portes aux gens. Donc, on veut respecter cet esprit. On peut respecter aussi l'appropriation des gens dans ce lieu et on continue dans cette atmosphère aussi la programmation du parc. Un parc sportif pour les gens détendre et pour des activités, des associations, des festivals, un parc de ville, par exemple. Un deuxième élément qui est très important, c'est pour ce quartier, on a un sujet de sécurité, un sujet de l'eau. On est demandé de créer un bassin de rétention de 30 000 cubes. Ça veut dire que la présence de l'eau, de temps en temps, peut-être tu peux reprendre le film plusieurs fois, la présence de l'eau est un élément important. Peut-être l'eau n'est pas toujours là, mais on doit créer la capacité que l'eau peut être récupérée là dans des grands bassins. Donc ça veut dire un travail de nivellement du parc, plus précisément, pour aussi créer un élément de sécurité. On ne veut pas cacher ces bassins, non, ça fait partie de l'image du parc, ça fait partie de l'atmosphère. Ces bassins peuvent être utilisés de façon formelle ou informelle et les éléments de passage entre tous ces bassins forment des éléments architecturaux qui donnent aussi l'esprit d'un parc hydraulique, donc un esprit qui est architectural lié avec Montpellier qui a du temps aussi une ville qui a une relation avec des œuvres d'art infrastructurelles en relation avec l'eau comme les arceaux, un aqueduc, comme des autres parcs de rétention qui sont déjà construits. Le dernier élément, c'est un peu les chambres vertes, sont les alignements d'arbres qui sont basés sur les alignements existants, mais qui sont repris et renforcés. Donc les chambres vertes créent des plaines, des zones ouvertes, mais créent aussi des zones qui sont plus conviviales, qui donnent cette ombre, comme j'ai expliqué en début, qui te protège un peu pour le soleil, qui met qu'on crée aussi une certaine monumentalité et qui fait qu'on peut créer un parc avec une allure, avec une identité forte qui dépasse un peu aussi la localité d'un quartier et qui s'inscrit ce parc pas seulement à Montpellier, mais aussi un peu dans la région et à la France. Voilà. Et juste pour ajouter à ces propos-là, le système de la rétention, c'est les bassins que vous voyez dessinés, un peu aux allures des salins que l'on a dans la région, c'est-à-dire qu'on a des digues qui sont plus ou moins larges, et puis des décaissés qui sont des aires de jeu, mais qui sont surtout principalement des rétentions avec un système de communication de bassin à bassin pour pouvoir retenir ces fameux 30 000 mètres cubes. Donc effectivement, les ouvrages de relations, on en voit un ici, de relations de bassin à bassin, font effectivement l'objet d'une recherche particulière de Westart pour donner de l'allure, voire même un peu des œuvres à l'intérieur du parc, à la fois pratiques et à la fois esthétiques. À la fin, on a combiné un peu le paysage hollandais avec les digues, avec les Tuileries de Paris. Avec un petit esprit de contradiction, je remarque que les gens courent dans le mauvais sens là, sur la piste. Hein. On va changer ça. Bien.
On va laisser peut-être se terminer ce petit film qui présente le projet. Vous avez bien compris que ce projet, c'est pas qu'un projet, il est déjà bien entamé puisque nous allons avoir une première réalisation. C'est une école des métiers d'art qui est tout à fait emblématique, qui forme des jeunes qui travaillent ensuite dans des studios de production et de réalisation de bandes dessinées en 3D. Et tous les ans, il y a des jurys et les jeunes qui sont nouvellement diplômés trouvent immédiatement du travail, en particulier aux États-Unis. Vous avez des producteurs qui viennent les chercher pour les embaucher immédiatement. Donc on les forme, il y a 1400 étudiants à Montpellier, on les forme à Montpellier, ils s'en vont à l'extérieur de Montpellier. Et moi j'aime bien dire que c'est bien que certains d'entre eux puissent partir pour aller acquérir de l'expérience ailleurs, mais il faut bien qu'ils reviennent chez nous après, dans une logique de développement économique très fort sur la métropole. On a besoin d'emplois, et Rémi le rappelait tout à l'heure, que on part évidemment pas de rien. Sur Montpellier, on n'a pas d'industrie, mais on travaille depuis de nombreuses années sur le numérique, sur des sujets qui ont attrait au développement, avec les TP, bien sûr, qui sont un des éléments les plus importants de notre économie locale. Je rappelle qu'il y a 5000 nouveaux logements qui se construisent tous les ans. Cependant, eh bien, on doit mettre tous les jours les bouchées doubles pour que l'on puisse créer des emplois. Et là, on a un secteur très intéressant qui est celui des industries culturelles et créatives. Et sur ce quartier, à la faveur de la réalisation de cette école, l'ESMA, avec ses 1400 étudiants, on va créer un quartier créatif et numérique, un cluster créatif avec toutes les données de ce sujet. Bien sûr, une entreprise leader ou des entreprises leaders, j'y viendrai, de la recherche, de la formation, c'est l'école de cinéma, de jeux vidéo, des écoles d'art appliquées, des entreprises secondaires et des start-up avec des pépinières d'entreprises que nous allons construire, et des services d'animation et des événements pour faire vivre bien sûr les entreprises, mais aussi le quartier, qu'il y ait des interpénétrations entre le quartier dans lequel on a de la mixité. Mixité, je disais tout à l'heure, 2500 logements, bien sûr de la mixité sociale, mais également de la mixité fonctionnelle. On aura évidemment des commerces, mais aussi faire en sorte que le travail soit dans la ville et qu'il contribue pleinement à son animation. Une liste déjà d'entreprises qui sont installées sur Montpellier, vous voyez, parmi lesquelles nous avons Ubisoft qui se développe fortement sur Montpellier, Isotropic, c'est un certain nombre d'autres, ainsi que bien sûr la French Tech. Nous avons obtenu la labellisation French Tech qui nous porte à Montpellier grâce à l'obtention du statut de métropole qui a été obtenu fin 2014 et qui nous a permis d'avoir ce label et d'avoir un nombre très important d'entreprises qui sont coucounées, qui sont accompagnées à l'intérieur de la métropole avec nos élus à l'économique et qui se développent à Montpellier, et on espère que ça crée beaucoup d'emplois. Quelques lieux qui seront dédiés à ce développement économique, je vais y revenir. Donc on a le campus, vous voyez sur la partie haute, vous verrez tout à l'heure le film qui a été réalisé par l'école. De l'immobilier dédié, j'y reviendrai, le Cocon, qui est l'ancien cinéma de l'école d'infanterie, donc de l'armée, qui va être réoccupé. Et la boîte dans la boîte, vous allez voir l'idée que nous avons, même si ça se pratique ailleurs, il reste, comme vous l'avez constaté, un certain nombre de bâtiments existants sur le site, dont certains sont déjà utilisés par des studios de tournage. On a beaucoup de tournages qui se font à Montpellier, comme ici à Marseille, peut-être plus ici, mais on a aussi pas mal de studios de tournage, donc on utilise un certain nombre de bâtiments pour ces tournages de cinéma. Mais on a également un énorme site, une très grande halle, dans laquelle nous allons développer des concepts de boîtes dans la boîte. Donc on va mettre des boîtes, comme on retrouve d'ailleurs au nord de l'Europe, chez Martine. Donc on va faire en sorte que des entreprises puissent trouver des locaux peu chers et qu'il puisse y avoir des relations entre les entreprises qui vont pouvoir se développer à l'intérieur de ce bâtiment. Donc 4000 m² qui vont être dédiés dans les semaines qui viennent. Projet porté par la CERM, la SA3M et Illusion et Macadam. Deuxième, voilà, quelques images de la configuration des lieux tels qu'ils vont être développés.
des solutions immobilières. Martine montrait tout à l'heure une image. Il nous reste encore des bâtiments et à l'intérieur de ces bâtiments, nous allons les recomposer, réaliser des activités en rez-de-chaussée, du logement aux étages, en particulier pour des jeunes entreprises qui viendraient s'installer pour un projet, qui viendraient s'installer 6 mois, 8 mois, 12 mois. Et on leur propose à la fois la possibilité de pouvoir travailler ensemble dans des locaux qui seront mis à leur disposition, mais également des logements qui seront mis à leur disposition et l'ensemble sera réalisé également par nous, par la SERM, dans les semaines qui viennent également. Les projets sont en cours d'étude. Voilà quelques images de ce qui peut être réalisé. Le Cocon, on l'appelait ça le Cocon. En réalité, c'était l'ancienne salle de cinéma, une très belle salle de cinéma, un peu vintage, que l'on va réhabiliter et puis surtout réoccuper. Ce lieu sera un lieu central culturel et créatif, bien sûr, mais il sera utilisé à la fois par l'école, par l'ESMA, mais également par les habitants, par des associations qui vont pouvoir utiliser ce lieu, qui sera un lieu partagé, un lieu d'animation pour de la projection de vidéos, du studio son, de salles de séminaire, etc. De la restauration, bien sûr, pour contribuer à l'animation. Et nous arrivons à l'école, l'ESMA, qui est une école leader, donc je l'ai dit, dans le cinéma, 16 000 m², 1400 étudiants, avec un incubateur, un Fab Lab, etc. Et on va passer quelques images. L'architecte, peut-être que Martine, tu voudrais peut-être le commenter. On a travaillé avec l'école ils ont accepté que l'on puisse faire un concours d'architectes. Et on a fait un très très gros travail avec eux. Il y a eu un jury, on a participé au jury et on a vu, c'est un jury, enfin plutôt un concours plutôt dans la forme dialogue compétitif. Je te laisserai, Martine, expliquer comment les choses sont passées. Mais encore une fois, ce lieu est tout à fait emblématique. C'est la première réalisation, la première pièce que nous allons réaliser au cœur du quartier, sur l'ancienne place d'Armes. Et donc, il s'agissait d'avoir un objet architectural qui ait du sens sur ce site-là. Et je pense que nous avons trouvé la bonne combinaison. Martine, si tu veux le commenter, puis en plus, il y a un film derrière. Oui, donc pour ce bâtiment, ce qui est spécifique, c'est à côté que c'est la base, c'est que ça fonctionne, l'école fonctionne très bien. L'école est assez ouverte dans l'esprit de cette école. Ça doit générer un certain dynamique et créativité pour les étudiants. Puis après, il y a la superposition des logements étudiants. Donc, c'est un bâtiment qui est combiné, une programmation ouverte école et des logements superposés. À côté de ça, on a voulu, parce que sa position centrale dans le quartier, que l'école joue aussi un rôle dans le dynamisme du quartier. Pour ça, l'icône, l'ancien cinéma du quartier doit être rénové et il y a une relation physique en promenade entre l'école et cet élément central, mais dans l'école aussi, et c'est dans le bras droite sur l'image, il y a un pôle sportif, il y a une salle de sport et en toiture, il y a un terrain de sport multifonction qui est dédié bien sûr aux étudiants et dans leurs cours, mais qui s'ouvre aussi pour le quartier. Donc aussi au moment que l'école sera fermée, ces équipements sportifs restent ouverts et restent en disposition pour les gens du quartier. On a travaillé avec l'architecte vers une architecture assez sobre, mais riche en détails, comme François a expliqué, en relation avec le contexte, c'est-à-dire qu'il y a une plantation des arbres, un alignement d'arbres alentour qui crée un filtre. C'est un bâtiment assez monumental avec un certain rythme dans leur façade, une traduction contemporaine d'un bâtiment caserne. Donc il y a dans cet esprit un rythme, une répartition, une répétition des fenêtres, d'un petit détail qui revient plusieurs fois, et des matériaux qui, ici dans ce cas, c'est un béton qui sera texturé en différentes formes et matières, qui est sobre,
mais qui a aussi une certaine durabilité et qui devient plus beau par son âge. Voilà, ça c'est en 2-3 mots. Lancer le film de ce projet. Il ne nous reste plus qu'à vous remercier pour votre attention. Et à l'année prochaine, n'hésitez pas à venir à Montpellier. Nous renouvellerons, je l'espère, le même dispositif. Première journée ou demi-journée à Montpellier pour des visites. Et le lendemain, à Marseille, les 2 villes de la Méditerranée, avec d'autres, bien sûr. Merci à vous.